Pour ce premier épisode de 2023, je suis très heureuse de vous emmener à la rencontre de Anne. Je l'ai moi-même rencontrée grâce à ma maman, car elles travaillent toutes les deux dans le même centre social à Lorient. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Anne a d'abord travaillé pendant 5 ans en tant que professeure des écoles en banlieue parisienne dans l'académie de Créteil. En 2020, après le Covid, elle décide de quitter Paris, démissionner de l'éducation nationale et retourner vivre en Bretagne. Et alors qu'elle traverse une année difficile où elle doit repasser le concours de professeur des écoles si elle veut pouvoir exercer de nouveau, elle découvre le métier d'orthopédagogue qui est pour elle une révélation. Aujourd'hui, après avoir fini sa formation d'orthopédagogie et être passée par la case bénévole au centre social de Lorient, Anne va enfin pouvoir exercer son nouveau métier. Ce que j'adore dans son parcours, c'est déjà qu'elle m'a fait découvrir un métier que je ne connaissais pas. Ensuite, j'admire sa confiance en la vie et en le destin, même quand elle est au plus bas. Et surtout, elle nous montre l'importance des rencontres et du bénévolat dans un parcours professionnel. J'espère que cette conversation vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. J'ai jamais fait ça de ma vie. Alors, du coup, je m'appelle Anne, j'ai 31 ans. Je suis en pleine réorientation professionnelle depuis la fin du Covid. C'est le Covid qui m'a fait réfléchir et qui m'a fait décider de changer. Donc, actuellement, je suis à Lorient, mais en fait, avant, pendant 5 ans, j'étais dans le 93. J'étais professeure des écoles. J'ai commencé ma carrière là-bas parce que, en fait, j'ai passé le concours exceptionnel de Créteil. Au début, je voulais être à Nantes. Et en fait, pour la première fois de ma vie, je me suis foirée. J'ai fait la plus grosse banane. Une note en français qui a été catastrophique. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. Donc, le cerveau a parlé. J'ai tellement dû être stressée que j'ai pas fait copie blanche, mais j'ai complètement répondu à côté de la plaque. Donc, j'ai fait le concours à Nantes, professeur des écoles, et concours exceptionnel de Créteil. Je me suis dit, bon, c'est la première année. Inch'Allah, c'est le destin, j'y vais. Et donc, je l'ai eu sans grande difficulté parce que déjà, le niveau est plus simple et que là, mon cerveau, il a bien voulu fonctionner. Et comme j'avais quand même bossé comme une folle pour avoir ce concours, le travail avait payé. Et donc, me voilà professeure des écoles dans le 9-3 à vivre sur Paris. Donc, moi, je suis née à Paris. Mon grand-père vivait encore à Paris. J'avais des amis. Donc, Paris ne me faisait pas peur. J'ai repris l'appart de ma sœur. Donc, je suis vraiment arrivée dans des conditions optimales. Mais j'ai découvert un nouveau monde. Le monde du 9-3, où tu te rends compte qu'en grandissant à Lorient, t'es né dans une cuillère d'argent ornée de diamants dans la bouche. Et donc là, 9-3, c'est découverte, pas d'une nouvelle culture, mais des nouvelles cultures, d'une religion, de la pauvreté sociale, culturelle, tout ce que tu veux, même les inégalités au sein même des écoles, parce que moi j'ai travaillé dans des taudis, vraiment des trous dans les murs, des oiseaux qui passaient par un mur et qui faisaient sa vie dans la classe. Donc t'arrives, t'as des crottes d'oiseaux le matin sur tes affaires. Super. Ouais. Et donc voilà, une véritable pauvreté où j'ai fait Saint-Ouen, Stein, Aubervilliers. J'ai jamais eu internet, il n'y avait pas vraiment internet dans mon école. J'avais des tableaux crêpes par internet, donc tout était compliqué. Et du coup, en plus, t'avais peut-être fait des stages dans des écoles avant. J'ai fait des stages à Nantes, donc plus dans des écoles privées. Donc t'avais quand même un moyen de comparaison. Oui, mais même une comparaison par rapport... même si t'as des souvenirs d'enfants, mais de toute façon, tu sais, même si une comparaison pendant mes stages, tu vois que c'est pas normal qu'en 2020, avoir internet dans sa classe, c'est impossible alors qu'on est dans une ère numérique et que même dans les compétences d'enfance, c'est savoir faire des choses sur l'ordinateur et sur internet. Et même moi, j'avais pas d'ordinateur, donc on marchait vraiment sur la tête. Mais j'ai adoré mon expérience de professeur des écoles. Il y a eu des années vraiment très compliquées, mais j'ai adoré. De toute façon, j'adore ce métier professeur des écoles. Et j'ai adoré parce que déjà, c'est un métier fabuleux. Tu vois grandir des enfants, tu leur apprends des choses. Moi, mon objectif, je sais j'en parlais à mon copain il n'y a pas longtemps,
c'est pas des enfants que j'ai devant moi, c'est des citoyens de demain. Et citoyens, ces adultes de demain, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux qu'ils aient confiance en eux, tu veux qu'ils soient heureux, tu veux qu'ils prennent confiance en leurs compétences, en leurs capacités, et tu veux qu'ils apprennent à lire, à compter et à se débrouiller un minimum. Mais quand tu es dans des écoles difficiles, en plus de ne pas avoir des moyens, tu fais face à toutes ces difficultés sociales, culturelles et financières. Donc tu t'inquiètes parce qu'il y a des enfants qui ne mangent pas le matin. Donc tu ramènes des fois le petit déjeuner tranquillement pour ces enfants-là. Tu essayes de voir, il y a des enfants qui peuvent se faire maltraiter. Donc tu dois essayer de gérer ça. Mais tu gères ça, mais tu te rends compte qu'il n'y a pas de médecin de l'éducation nationale. Donc ça aussi, c'est complexe. Il y a des enfants qui se faisaient expulser. Donc tu savais pas si tu allais les revoir le lendemain. Tu savais qu'ils allaient à l'hôtel et après tu avais des nouvelles avec les parents. Donc j'ai toujours dit que j'étais professeur des écoles, mais aussi assistante sociale, éducatrice, gardien de la paix, parce que clairement, tu gères des bagarres. Tu te rends compte que c'est des enfants qui savent pas se parler, mais je pense que comme beaucoup de personnes dans la société. Ils savent pas se parler, ils marchent dans la cour comme ils voient les grands frères marcher dans la cité. Donc main dans les poches, capuche sur la tête et dire wesh dans chaque phrase. Et même plus wesh, je sais plus ce qu'ils disaient. Donc tu dois gérer ça aussi. Donc tu es aussi coach parental. Donc tu dis aux parents que c'est eux qui décident, c'est pas leur enfant de 6 ans. Et que les enfants ont besoin d'un cadre et de règles. Tu donnes des conseils à des parents alors que toi t'as pas d'enfant. Donc ça aussi c'est pas simple. Mais j'ai vraiment adoré. Vraiment j'ai adoré. J'ai mis en place plein de projets. Pour une année j'ai fait voyage autour du monde où on demandait... à notre entourage, on avait fait une annonce pour qu'on nous envoie des cartes postales. Et j'avais reçu, je crois, 60 cartes postales. Donc clairement, c'était souvent mes copains. Et j'ai un élève qui, lui, était l'élève qui avait le plus de moyens dans mon école. Et sa marraine voyageait beaucoup. Donc on avait toutes les cartes postales de sa marraine. On avait fait... Donc c'était demander à des gens d'écrire pour les enfants de l'école. C'est ça, de ma classe. De ta classe. Donc à chaque fois qu'ils partaient quelque part, on recevait une carte postale. Et on en a reçu mais plein parce que j'avais une petite trentaine d'élèves et ils sont tous repartis avec 2 cartes. Et on a fait un spectacle. Pendant une année, on a découvert tous les pays du monde. On faisait par continent, on découvrait les pays du monde. On faisait de la cuisine, c'était trop bien. J'ai fait quoi ? J'ai fait un kamishibai, un théâtre japonais. J'ai fait plein de projets. Alors, du coup, comme plein de projets, mais pas beaucoup de moyens, donc peut-être beaucoup d'énergie. Ça te prenait une énergie de beaucoup ouf. De moyens de ma poche. Ouais. Tu dépenses beaucoup d'argent de ta poche. Et oui, c'est beaucoup d'énergie, mais tu te débrouilles aussi. Tu trouves des artistes. Je sais qu'il y avait un collectif d'artistes pour le kamishibai. J'ai fait appel à eux. Ils sont venus nous aider pour réaliser le kamishibai. Donc oui, c'est beaucoup d'énergie. De toute façon, dès que tu mets en place des projets, c'est de l'énergie, c'est du temps. Des fois ça foire, des fois ça marche. Et même si ça marche pas comme tu imaginais, de toute façon, il faut même pas être déçu. Parce que les enfants, ils étaient contents, ils ont appris des choses. Et c'était un métier que tu voulais faire depuis toute petite ou Ouais, j'ai toujours voulu faire ça. Je me souviens qu'en CM1, on nous demandait ce qu'on voulait faire. Et que toutes les filles... avait marqué maîtresse pour faire comme la maîtresse. Et moi, je me souviens, je les ai regardées, je fais non mais les cocottes, je serai la seule maîtresse de cette classe. Et il s'est avéré que j'étais vraiment la seule maîtresse. Et ça n'a pas loupé. Non. Parce que tu sais que, de toute façon, t'as grandi là aussi. Ouais. Tu as toujours des nouvelles des gens, tu sais, avec qui t'as grandi, tu sais à peu près ce qu'ils deviennent. Et je sais que j'étais la seule maîtresse de ma classe. Mais bon, j'ai toujours voulu faire ça, mais après le bac, je suis partie en droit. Parce que... je me suis dit que je voulais pas rester sur les bancs de l'école toute ma vie. Bon, le droit, clairement, le 24 décembre, j'ai dit à mes parents que j'ai abandonné le droit. Ouais. Donc, j'ai carrément pourri le Noël de mes parents. Ils m'en parlent encore. Et vraiment, je leur ai dit ça 5 minutes avant que la famille arrive. En disant, bon, j'arrête. Je veux plus faire du droit. Je sais pas quoi faire de ma vie, j'arrête. Mais je veux plus faire de droit. Tu sais, j'ai dit, je veux être professeur des écoles et j'arrête le droit. Donc ma mère m'en parle encore en disant que vraiment j'ai un peu abusé sur ce coup-là en disant 5 minutes avant que tout le monde arrive.
C'était une bonne technique en même temps. Tu savais que ça pouvait durer 5 minutes de discussion et après, fallait faire poker face. Non, mais en plus, c'est même pas ça. C'est que je devais réviser mes partiels. Et en fait, je faisais la sieste. Et j'ai eu une illumination pendant la sieste. Je suis descendue, j'ai fait... Faut qu'on parle, j'arrête le droit. Je veux devenir professeur des écoles. C'est la nuit porte conseil, quoi. La sieste porte la conseil. sieste porte conseil. Donc voilà, et après j'ai passé mon BAFA, j'ai fait licence sciences de l'éducation, master métier de l'enseignement, j'ai passé le concours et 5 ans dans le 9-3. Ok. Et le Covid est arrivé, ce fameux Covid. Mes parents m'ont accueilli chez eux avec le Covid parce que j'allais pas rester dans... Ils voulaient pas, et je voulais pas rester dans mon petit studio toute seule à Paris. Donc je suis arrivée avec même le Covid. Carrément. Je suis arrivée avec le Covid et mon bagage parce que je pensais pas rester aussi longtemps. Donc j'avais vraiment un sac de nickel. Et voilà, au bout de... Ça a duré combien de temps le confinement ? 1 mois et demi, 2 mois ? 2 mois même, je crois. Et je me suis dit, Anne, j'avais quel âge à l'époque ? 28 ? 29 ? Je sais plus. 28, 29, je me suis dit, t'es heureuse, ok, t'es pas malheureuse, ok, mais t'es pas épanouie. Et je savais qu'en restant à Paris, j'allais pas m'épanouir. Et en fait, dans l'éducation nationale, pour changer d'académie, c'est un système de points. Et pour avoir des points, c'est très vieux jeu, même un peu patriarcal, parce que faut être marié, faut avoir des enfants pour avoir des points. Moi, je pars du principe que je peux très bien être professeur des écoles et être célibataire à vie, et être très épanouie comme ça, et que je suis pas obligée d'avoir un mari et des enfants pour avoir des points. Et je voulais même pas faire un Pax blanc, parce que je suis trop honnête, et je me suis dit, mais non, je vais pas faire un Pax blanc pour changer d'académie. Et de toute façon, il m'aurait fallu 4-5 ans. Et puis c'est donner raison à un système que tu soutiens pas, quoi. Donc, non, mais je trouve ça complètement nul de... Et en plus, pour avoir des points, si t'as un enfant handicapé et un mari cancéreux, là, ça te fait quand même des points. C'est super cynique comme... Ah, mais oui, mais... Donc, voilà, moi, je trouve ça complètement ridicule. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai pesé le contre et le pour. J'en ai beaucoup parlé à mes parents aussi. Et qui, là, m'ont complètement soutenue en disant vas-y, go, t'as 28 ans, tu fais ce que tu veux, mais sache qu'on te soutient dans cette décision. Et même à 28 ans, ça fait du bien aussi d'avoir le soutien de ses parents, parce que tu pars sans rien et au moins tu sais que tu vivras pas sous un pont. Et donc, j'écris ma lettre de démission le jour où j'ai appris que ma sœur était enceinte. Donc, beaucoup de bons signes, je trouve. Et me voilà démissionnaire de l'éducation nationale. Donc ça, c'était pendant le confinement. Ouais. Quoi. Quand j'ai démissionné, juste avant de revenir, quand Macron nous a dit « Allez les profs, revenez travailler face aux élèves », parce qu'on a travaillé. Hein. J'ai vraiment beaucoup travaillé pendant le confinement. J'appelais tous les jours mes élèves. Certains, je les appelais 2 fois par semaine. Parce que, pareil, ils n'avaient pas forcément à leur faim, ils restaient à la maison, pas tous, hein, loin de là. Mais je sais que certains ne mangeaient pas forcément et tu avais envie de savoir comment ils allaient. Et même, j'avais des élèves, ils se couchaient à 2h du matin, ils se levaient à 14h. Donc, même là, je disais aux parents, attendez, il a 7 ans, votre enfant, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai même une maman qui a presque accouché au téléphone. Oh waouh, oh la vache. C'était son je sais pas combienième enfant. Et là, je savais que... Donc, c'est cette famille que j'appelais beaucoup, 2 fois par semaine. Parce que je faisais la lecture, c'était des CP, donc je faisais la lecture au téléphone. Okay. Et là, j'appelais et la maman, je lui demande, mais ça va ? Ah oui, j'ai des contractions. C'était son 8e enfant. Faut peut-être partir à l'hôpital, madame. Ouais, vous avez mal. Ah oui, j'ai mal. Je fais, non, mais maintenant, faut partir à l'hôpital. Et elle a accouché, je crois, 1 heure après. La vache. Oui, parce qu'en plus, tu vois, moi, j'ai le souvenir du confinement où il y avait beaucoup de visio qui étaient organisés, mais c'était peut-être pas des enfants qui avaient le matériel à la maison. Ah non, ils avaient pas d'ordinateur. Ouais, c'est ça. Donc, le seul lien que tu pouvais avoir avec eux, c'était par le téléphone. En fait, j'avais 2 autres collègues, on était 2 CP, donc elles étaient à 2 dans la classe.
Et on travaillait, on s'est des copines, on a beaucoup travaillé ensemble. Et en fait, toutes les semaines, on donnait un Padlet aux parents. On envoyait le lien pour un Padlet où tous les jours, ils avaient des devoirs à faire. On enregistrait des histoires, on faisait des vidéos pour expliquer des nouvelles notions. Et il y avait des petits exercices à faire. Et donc, ils faisaient, et on faisait en sorte que ces exercices ne soient pas forcément imprimables. Donc, comme ça, c'était des trucs assez simples. Ils marquaient ça sur un bout de feuille. On nous envoyait des photos par portable. Ok. Et donc, comme il y avait, ils étaient en CP, donc il fallait qu'ils apprennent, qu'ils continuent à apprendre à lire. Donc, on leur apprenait des nouveaux sons et il y avait des histoires à lire. Donc, moi, je les appelais et ils me lisaient la page qu'ils devaient lire. Ok. C'était Ouais, pas donc ça simple. demande un suivi personnalisé pour Ah chaque ouais. enfant, quoi. Ah, mais ça me prenait un temps de fou. Hein. Ouais. Le matin, je corrigeais les devoirs, je leur renvoyais. Et l'après-midi, j'appelais. Et en plus, je faisais des vidéos. Donc, c'est ma mère qui me filmait. Donc, je faisais les vidéos. Mais là où je me trahissais, c'est que je travaillais. Mais comme il faisait super beau, des fois, je travaillais dehors. Donc, en fait, j'ai bronzé. Donc, sur les vidéos, on me voyait de plus en plus bronzée. Après, ça va. Oui, mais ça me faisait rire. C'est mes collègues qui me disaient « Ah, elle a pris Tu des couleurs, profites bien c'est et sûr. tout. Je vous jure, je ne suis pas aux vous jure, Maldives. Je vous jure, Je suis en France travaille. et je travaille. Je vous jure, je travaille. Mais donc voilà, donc pendant 2 mois, c'était ça. Donc, et donc j'ai pris cette décision. J'annonce à mes collègues que je démissionne. Je poste la lettre. Et vient le dernier jour de professeur des écoles dans cette école, à Aubervilliers, où j'avais fait 3 ans. J'ai pleuré comme un bébé, mais j'ai pleuré. Et j'avais mon autre collègue, Luna, qui était une copine, qui elle changeait d'école. Donc on était toutes les deux, mais on pleurait, c'était... Et le pire, c'est que j'avais des élèves qui pleuraient, mais c'est eux qui m'ont fait pleurer. Et j'ai même des mamans qui ont pleuré, mais c'est ça qui était dur, c'est que dans ce genre d'école, t'as vraiment une place en tant que professeur des écoles. Et donc j'ai des mamans qui m'ont pris en photo, mais j'étais en larmes, et on est tous moches quand on pleure. T'es rouge, Le super souvenir. t'es rouge, limite t'as de la morve, tu pleures et t'es pris en photo, tu dis mais non, vous auriez pu faire ça avant. Et voilà, et donc j'ai pleuré vraiment toutes les larmes de mon corps. Et le lendemain, j'avais mon sac à dos, parce que j'avais déjà déménagé avant. Okay. Et je rentrais, parce que je rendais mon appart, et je rentrais en Bretagne. Et là, à ce moment-là, tu savais déjà un petit peu ce que tu allais faire après ou... Je savais que je voulais être professeur des écoles. Et en fait, quand tu démissionnes, tu perds ton concours. Donc tu dois repasser le concours. Ok. Ils considèrent que tu es professeur des écoles d'une académie. Et que si tu prends la responsabilité de passer ton concours dans cette académie, tu restes dans cette académie. Okay. Tu prends cette responsabilité-là. Donc, ça, c'était 7 juillet, un truc dans le genre. Donc, j'étais professeur des écoles jusqu'au 31 août. Mais le 1er septembre, nouvelle année scolaire, je n'étais plus professeur des écoles. Wow. Ça, c'était très, très dur. T'es prof des écoles pendant 5 ans. T'as défendu ton steak pendant 5 ans. J'ai appris sur moi, sur le métier. J'ai développé plein de compétences. Et du jour au lendemain, t'es plus professeur des écoles. T'as plus de statut, t'as plus de salaire. Et ça a été vraiment dur. Donc, j'étais quand même motivée à repasser le concours. Donc, pendant 1 an, donc, année scolaire 2020-2021, j'ai repassé le concours. J'ai fait des remplacements dans les écoles du coin. Et même ça, faire des remplacements dans le Morbihan, au début, ils n'acceptent pas les contractuels. Alors que d'autres académies acceptent. Mais le Morbihan, public, n'accepte pas. Et donc moi, au téléphone, je me dis, mais enfin, hier, j'aurais appelé le 1er septembre, hier, j'étais professeur des écoles. J'ai démissionné, donc donnez-moi ma chance, je vous jure que je peux vous aider. Non. Et tu parles, le Covid était là, il y avait plein de vieilles maîtresses qui avaient peur du Covid, qui ne voulaient pas travailler, et qui ne pouvaient pas travailler pour des raisons de santé, qui ne pouvaient pas surtout travailler. Donc là, comme de par hasard, ils ont eu besoin de moi. Donc tu as pu faire des remplacements comme ça? J'ai pu faire des remplacements. J'en ai fait 2 longs, de je ne sais plus combien de mois. Et en parallèle, je travaillais mon concours, je révisais, donc il fallait se remettre là-dedans. Mais comme j'étais motivée et que je pars du principe que j'ai démissionné, donc j'assume,
j'assume ma connerie en fait. J'assume de ne plus avoir de salaire, j'assume d'être dans cette situation précaire. Et donc j'ai révisé encore comme une folle. Mais pour être professeur des écoles dans le Morbihan, en Bretagne, faut 15 de moyenne. Et j'ai eu 13,75. Ah oh. Donc j'ai pas eu le concours. Et t'avais passé ton concours que dans le Morbihan ou à d'autres académies Non, en aussi? fait c'est Académie de Bretagne. Ouais. Et donc Académie de Bretagne. En fait, professeur des écoles, c'est une date, toutes les académies. Ok. Donc, et voilà. Et en parallèle aussi, j'ai rencontré mon copain. Donc j'avais pas non plus envie d'être envoyée dans le fin fond, même du 56 ou dans le 22 ou dans le 35. Donc j'ai pleuré un jour. Et après je me suis dit, de toute façon c'est le destin en fait. J'ai pas de concours, j'ai pas le concours. En même temps, ça m'aurait bien fait suer d'être partie dans le Finistère ou je sais pas où dans le 22, alors que je viens de rencontrer un mec super. Donc voilà, ça c'est professeur des écoles. Et là, c'est pas fini. Avant d'entamer un nouveau remplacement, je me suis pris quelques jours de vacances dans le sud-ouest. Ouais. Et je viens d'installer Instagram, parce que je voulais pas Instagram jusqu'à maintenant. Ok. Et en installant Instagram, moi je te raconte tous les détails. Oui, j'adore. Je suis là pour ça. En installant Instagram, je découvre qu'une copine de master a un compte qui s'appelle Adèle Machin, orthopédagogue. Ouais, c'est quoi ça? Donc, je vais voir ce que c'est l'orthopédagogie. Et là, feu d'artifice dans ma tête, et c'est exactement le métier que finalement j'imaginais, que j'ai pas eu la créativité pour le construire, mais c'était le métier parfait pour moi. Et donc j'appelle Adèle, elle m'explique ce que c'est l'orthopédagogie. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu vite fait? Alors l'orthopédagogie, c'est vraiment un nouveau métier qui s'installe en France, qui existe en Belgique, au Canada, même je sais plus dans quel pays, mais pas dans exactement la même chose. Orthopédagogie, c'est vraiment être un maillon entre l'éducatif, l'école, et le rééducatif, par exemple orthophoniste. C'est aider tous les apprenants, que ça soit enfants, adolescents, même adultes en reconversion professionnelle, et même des seniors, qui ont des troubles d'apprentissage ou des plaintes scolaires. Donc les troubles d'apprentissage, ça va être dyslexie, dyscalculique, c'est juste 2 exemples. Et plaintes scolaires, ça va être, je comprends pas, mon enfant, il connaît sa poésie à la maison, mais face à la classe, il oublie tout. Il n'arrive pas à être attentif, il n'arrive pas à s'organiser, il n'arrive pas à planifier, etc. Donc ça, on aide ces apprenants qui ont soit des troubles d'apprentissage ou des plaintes scolaires. Et en fait, on travaille sur 2 choses. On remédie les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est ce qui nous permet d'être un apprenant autonome. Donc toi et moi, on est des apprenants autonomes, parce que pour faire des études et se débrouiller, c'est qu'on sait réguler ses émotions, on sait être flexible, donc changer de point de vue, on sait s'inhiber, on arrive à se dire stop, ok, n'allons pas trop vite, c'est peut-être cette idée, c'est peut-être cette autre solution. On a développé une mémoire de travail, on sait planifier, etc. Et tout ça, c'est des fonctions exécutives qui se développent dans notre cortex préfrontal, à l'avant du cerveau. Et ces fonctions exécutives, elles se développent jusqu'à nos 25 ans. Et en fait, t'entends pas parler de ça à l'école. Tu demandes à un enfant, concentre-toi, fais ci, fais ça. Mais en fait, les enfants, ils peuvent le faire, même s'ils n'ont pas 25 ans, même s'ils ont 7 ans. Ils peuvent être attentifs, mais ça veut dire quoi être attentif? Ça veut dire quoi avoir une mémoire de travail? Mais c'est quoi la mémoire? Ça veut dire quoi planifier? Et en fait, tu développes tout ça, mais surtout tu leur apprends ce que c'est, ces fonctions exécutives. Et toutes ces fonctions exécutives, on peut les comprendre grâce à toutes les avancées des neuroéducations. Donc quand tu es orthopédagogue, tu travailles grâce aux avancées des chercheurs des neuroéducations. Et donc quand tu es orthopédagogue, tu travailles sur ces fonctions exécutives, mais en parallèle, tu peux remédier aussi des difficultés scolaires.
Donc tu fais vraiment un travail sur ces deux choses, sur ces deux jambes. Et en plus, tu fais prendre conscience à l'enfant, et c'est ça qui est le plus important, comment son cerveau fonctionne, parce qu'on a tous des fonctionnements différents. Et pour ça, on travaille grâce à la gestion mentale. Donc la gestion mentale, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu dois mémoriser. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu comprends quelque chose, ou quand tu mets quelque chose d'extérieur dans ta tête. Ça, on appelle ça le geste d'attention. Est-ce que tu te parles ? Est-ce que tu vois des images ? Quand tu vois des images, est-ce qu'elles sont en noir et blanc ? Est-ce qu'elles sont en couleur ? Est-ce qu'elles sont en mouvement ? Et en fait, on a tous un fonctionnement différent. Et tu fais prendre conscience de ce fonctionnement à cet enfant pour, au final, il devienne autonome. Mieux se connaître pour être autonome. Ok. Et on propose aussi des méthodologies simples à mettre en place liées aux apprentissages. Qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre ? Est-ce que vaut mieux apprendre de travailler pendant 1 heure, ta leçon, ou tu travailles 6 fois 10 minutes tous les jours, 1 fois 10 minutes tous les jours pendant 6 jours de suite. Et en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup plus... ça marche. Et parce que notre cerveau, il est complexe, mais en fait, c'est facile à le comprendre et facile à comprendre à mon niveau, à mon petit niveau. Mais en fait, juste faire comprendre à l'enfant, dis donc, quand t'es né, t'avais 90 milliards de neurones. Chaque fois que t'apprends quelque chose, t'as des neurones qui se connectent. C'est des nouveaux chemins. Ces chemins, faut les réactiver pour qu'ils deviennent bien forts et que t'as ce chemin qui dure toute ta vie. Et en fait, tu responsabilises l'enfant. Tu fais comprendre comment ça marche. Et c'est passionnant. Moi, j'adore faire comprendre ça. Et du coup, donc, quand tu as découvert ça, c'était via une ancienne copine de master que tu as recontactée. T'es trop forte. Tu retiens le truc. Donc ça, c'est Adèle. Donc Adèle m'a parlé de l'orthopédagogie. Donc j'ai adoré. Ouais. Elle m'a parlé de cette école. J'appelle l'école et plus de place. Ok. Donc j'étais sur une liste d'attente. Et vraiment une grosse liste d'attente. Donc, c'est pas grave, j'attendrai. Et là, Adèle qui m'appelle un jour et que je faisais un remplacement et qui me dit « Rappelle-moi rapidement, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Et en fait, Adèle avait parlé de moi à la directrice de cette école. Ok. Et cette directrice de cette école dit « Écoute, il nous reste des places parce qu'il y a eu des annulations. Qu'elle m'appelle. » Donc j'ai appelé Angéline, cette directrice de l'école, et elle m'a dit « Ok, faut que tu passes un test. En fait, pour entrer dans cette école, on passe juste un petit test pour savoir si on a un peu les compétences pour être une bonne orthopédagogue. » Et j'ai passé le test et je suis rentrée dans cette école. Waouh. Donc quand je dis que pour moi, tout s'est aligné. Donc année scolaire 2021-2022, me voilà en école d'orthopédagogie. Et pour mettre du beurre dans les épinards, j'étais assistante dans un cabinet d'audioprothésiste. Ok. Rien à voir. Rien à voir, ouais. Rien à voir. Et donc, ça, c'est vraiment pas très intéressant, ce boulot d'assistante audioprothésiste. Et l'école, c'est une formation d'1 an ou C'est une formation de 2 ans maintenant. 2 ans. En fait, c'est un tronc d'1 an. Et après, on devait faire des modules en plus supplémentaires, 3 modules supplémentaires. Et au cours de notre première année, elles nous ont annoncé qu'elles allaient faire une 2e année. Ok. Et que du coup, cette année supplémentaire correspondait aux 3 modules. Et maintenant, les prochaines personnes qui vont s'inscrire dans cette formation, elles savent direct qu'il y a 2 années. Ok. Et donc, c'est 1 an. Et tous les mois, je partais à Lyon pendant 2 à 3 jours. Donc c'est un investissement temps et financier, parce que Lyon, c'est quand même à l'autre bout de chez nous. Et pendant 1 an, j'ai appris tellement de choses. Et beaucoup, beaucoup de remises en question, parce que tu apprends tellement de choses qu'en fait, ça te remet en question et ça fatigue ton cerveau. Et des fois, tu es au top. Et après, tu es complètement down et tu dis, mais je vais jamais y arriver. Bon, bref. Du coup, maintenant, après ta formation, est-ce que tu pensais tout de suite trouver un travail ? Est-ce que c'est un travail qui est reconnu ? Comment ça se passe ? Non, c'est ça qui est difficile et c'est ça qui procure encore du stress et de l'angoisse, et j'en ai encore. C'est un métier qui se développe, qui a toute sa place
dans notre système français que normalement tu te mets en libéral. C'est un métier où tu te mets en libéral, mais comme c'est pas reconnu, c'est pas remboursé. Et donc tu vises une certaine classe de la population. Parce qu'une séance, ça coûte à peu près 50 €. Donc t'imagines bien que toutes les familles ne peuvent pas mettre 50 € pour leur enfant, parce que tu fais pas qu'une séance, t'en fais plusieurs. Et donc t'as les orthopédagogues qui sont en France, elles sont en libéral. Mais moi, ce que j'aspire, c'est me mettre dans des structures. Donc là, je suis dans le centre social, mais j'aimerais bien travailler dans des IME. Donc c'est là où il y a des enfants, instituts médico-éducatifs. J'aimerais bien travailler dans des CESAD aussi, spécialisés dans le handicap. Dans des structures où il y a plein de professionnels du paramédical spécialisés dans le handicap et aussi de l'éducation. Donc ça, c'est vraiment un de mes objectifs. Et j'aimerais aussi travailler dans plusieurs centres sociaux pour proposer ces savoirs et ces compétences d'orthopédagogue justement pour des enfants qui ne viendraient pas forcément au cabinet. Parce que ces enfants du centre social n'ont pas forcément les moyens pour débourser cette somme. Les parents, c'est presque le public qu'on a le plus besoin qui a le moins accès, quoi. Et donc aujourd'hui, dans le centre social, t'interviens en tant qu'orthopédagogue. Oui. Alors, on resitue. Donc, année 2021-2022, pardon. Je suis arrivée en septembre avec mon CV pour demander si je pouvais faire de l'accompagnement à la scolarité. En leur disant... Bonjour, Anne Baleno, j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans, je suis en formation pour l'orthopédagogie, est-ce que vous voulez bien de moi ? Je suis vraiment arrivée avec mon CV, parce que moi ça me stressait. Et donc ils ont bien sûr dit oui, j'ai même eu un entretien avec ta mère. Et je leur ai dit, par contre je veux bien faire au début un peu d'accompagnement à la scolarité, aider, mais au bout d'un moment j'aimerais faire de l'orthopédagogie. Et c'est vrai que le centre social, le Polygone, ils sont en demande de choses un peu novatrices et surtout si c'est pour le bien des enfants, des parents, de tous les gens qui viennent. Et donc, ils m'ont donné cette chance pour travailler en tant qu'orthopédagogue bénévole au sein du centre social. Donc, clairement, mes premiers élèves, c'était mes cobayes. Je testais tout ce que j'apprenais, je testais. Après, je les ai peut-être un peu aidés. Oui, parce que du coup, t'allais faire des jours de formation sur Lyon et tu revenais, et donc tu pouvais mettre en pratique ce que tu avais appris. En fait, une fois par mois, j'allais à Lyon et après, moi, tous les lundis soirs, j'étais au centre social. Donc, je mettais en application ce que j'apprenais, mais c'était décousu, c'était pas structuré, parce qu'il fallait s'approprier ce métier. En même temps, trop bien de pouvoir quand même tester en direct, quoi. Moi, j'avais des cobayes gratuits, et eux, ils payaient pas. Parce que je me voyais pas faire payer des gens. Parce que je me sentais pas légitime qu'on débourse de l'argent alors que c'était pas un travail... c'était pas un mauvais travail, mais c'était pas un travail d'orthopédagogue. C'était un travail d'orthopédagogue en cours de formation, mais avec quand même un bagage de 6 ans de professeur des écoles. Donc c'est pour ça, je leur ai pas fait de mal à ces enfants, loin de là, mais j'ai pas fait un travail d'orthopédagogue structuré. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an. Et en fait, il y a eu un appel à projet proposant de financer des projets un peu novateurs pour le décrochage scolaire. Et en fait, j'ai le droit de dire ta mère ou pas ? Oui, tu peux. Donc ta mère m'a parlé de ce projet, de Break Poverty. Et donc, on a monté tout un dossier, on a présenté ce projet. Et il y a 10 jours, on a eu la réponse et on a un mécène qui accepte de financer mes interventions orthopédagogiques. Super, Donc, à partir de janvier, je vais être payée pour faire des interventions orthopédagogiques 1 fois par semaine. Donc, je vais prendre 2 enfants. En plus, je vais proposer 2 stages de 6 heures chaque stage, donc où pendant ce stage je vais aussi travailler une notion scolaire, mais en même temps faire comprendre comment fonctionne le cerveau rapidement aux enfants pour leur proposer des notions aussi orthopédagogiques. Mais comme c'est un collectif, c'est pas du tout
le même rapport et travail quand c'est de l'individuel. Ok. Et je vais également proposer une formation pour tous ces bénévoles de l'accompagnement à la scolarité. Ok. Parce que la chance qu'ont ces enfants, c'est que c'est des bénévoles qui viennent 3 fois par semaine, souvent, et qui les aident, qui les connaissent, et c'est des bénévoles fidèles. Il y en a, ça fait 5 ans qu'ils viennent 2 à 3 fois par semaine. Donc, Donc toi, tu vas leur apporter des notions d'orthopédagogie pour enrichir leur c'est ça. leur Je vais leur accompagnement. apporter des notions en disant qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple, quand l'enfant arrive avec une leçon. Comment vous pouvez le faire réactiver. Parce que lui dire tu lis, ça va se mettre dans ta tête. En fait, lire, ça ne veut rien dire. Le cerveau, il comprend pas quand on lui demande de lire. Oui. Puis ça m'arrive, moi, des fois, de lire une page et Oui. je sais très bien que mon cerveau n'a pas imprimé, mais il faut que je Bah la relise non, 3 non. fois. Mais en fait, il faut que tu lui dises à ton cerveau pourquoi tu dois lire quelque chose. Et surtout, c'est de la réactivation. La notion J14-18, j'ai vraiment n'importe quoi. Ok, on va fermer le classeur, on va fermer le cahier. Qu'est-ce que tu te souviens de ta leçon? Et en fait, en se souvenant, tu fais appel à ton chemin neuronal de 14-18 et tu réactives. Et en fait, quand tu réactives, durant la nuit, tu as la myéline, tu as quelque chose qui vient envelopper tes neurones. Et la myéline, c'est comme une gaine d'électricité. Et plus ta myéline est épaisse, plus l'information passe vite et plus tu as cette information qui va durer le plus longtemps possible. Et rien d'un truc bête. Tu vas fermer le cahier, mon coco, et tu vas me dire ce que tu te rappelles de cette notion. Si tu dois te revoir dans ta salle, revois ta salle avec ton prof qui te parle, peut-être que tu vas revoir ton copain qui est à ta gauche, à ta droite, mais essaye de te rappeler. Et juste ça, en fait, c'est simple à expliquer, c'est simple à comprendre et c'est simple à mettre en place. Et donc, c'est juste des petites notions, des petits outils, des petites méthodologies que les adultes bénévoles pourront appliquer avec les enfants. Et surtout, comprendre que ces enfants, ils ont que 7-8 ans. Et on n'oublie pas que toutes ces fonctions exécutives, elles se développent jusqu'à nos 25 ans. Si c'est pas trop s'organiser, c'est peut-être normal parce qu'il a que 7 ans. Mais par contre, tu peux peut-être lui donner quelques outils pour qu'il puisse comprendre. Excellent. Ce que j'adore, c'est que le fait que tu sois passé par un stade de bénévole, parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans nos formations, c'est pas très valorisé le bénévolat. Enfin, dans notre société, tu vois, c'est très... tu fais des études ou tu fais des stages, tu fais un travail, mais on oublie que le bénévolat, c'est pas juste un hobby, ça peut aussi vraiment venir construire ta carrière et ton épanouissement personnel et plein d'autres choses, quoi. Mais là, mon bénévolat, arrivé au Polygone avec mon CV et stressée, parce que moi, j'avais peur qu'on me prenne pas. Parce que j'ai quand même perdu, en démissionnant et en perdant mon statut, tu perds une légitimité, tu perds confiance en toi. Et j'étais stressée, moi j'avais peur qu'ils ne me prennent pas. Grâce à ta mère, je vais être payée en tant qu'orthopédagogue. Et en plus, ils m'ont proposé un autre travail. Donc en plus, j'ai un mi-temps où je suis référente du projet inclusion pour les centres de loisirs. C'est que eux, leur objectif pour les centres de loisirs, c'est d'accepter tout le monde, parce que tout le monde devrait être accepté. Mais comment faire quand tu as un enfant qui est porteur d'un handicap? Et ils ont toujours accepté ces enfants porteurs d'un handicap, mais ça met quand même en difficulté des jeunes animateurs qui ont 16, 17, 18 ans, même des plus vieux, qui n'ont aucune connaissance de l'handicap. Et c'est pas des éducateurs que tu as face... c'est pas des éducateurs. Ils connaissent rien en handicap. Il faut accepter que l'handicap, ça fait peur. Il faut pas avoir honte que l'handicap, ça fait peur. Et donc, en fait, ils ont créé ce poste. Et je crois que c'est Laure qui est partie, qui a parlé de moi. Et j'ai passé un entretien et j'ai eu ce boulot-là. Donc vraiment, arriver avec mon CV en étant stressée, ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie. Clairement. Et comme ça, moi, avec ce boulot de référente du projet inclusion, je rencontre plein de professionnels du monde de l'handicap. Donc, ils me connaissent. Donc, peut-être qu'à un moment, je viendrai avec mon CV d'orthopédagogue. En
travaillant dans le centre social, j'ai pu participer à une réunion de réussite éducative. Donc cette réussite éducative, c'est avec la mairie de Lorient, c'est aider des familles et donc aider aussi des enfants qui peuvent avoir des soucis. Donc là, tu as plein de professionnels, tu as des directeurs d'école, tu as des CPE de collège qui viennent parler de ces enfants. Et donc, il y a une collaboration, il y a une entraide et il y a une écoute. Et que moi, je suis arrivée parce que j'aide un enfant qui est dans ce programme-là. Et je me fais connaître. Donc là, en un an de temps, j'ai pu développer un réseau, même s'ils ne savent pas que je suis forcément orthopédagogue. Mais au moins, ils connaissent mon nom, ils connaissent ma tronche. Et je pense que c'est déjà ça. Ouais, c'est clair. Après, Inch'Allah, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je suis très confiante là en te parlant, mais il y a eu des gros moments de doute. Hein. Il y a toujours des gros moments de doute parce que... Oui, après, comme tu dis, il y a aussi des moments où quand tout s'aligne bien, faut savoir choper ses opportunités et y croire, quoi. Oui. Oui, complètement. Et on n'a qu'une seule vie, en fait. Et c'est que, pour moi, c'est aussi des rencontres. Et je regrette pas d'avoir démissionné. Après, je regrette mon ancien salaire, parce qu'il faut le dire aussi. Hein, là, du coup, je n'ai pas un très gros salaire, j'ai le Pôle emploi qui complète, mais c'est quand même très, très précaire. Et donc ça joue aussi dans... Ça fait peur de se dire que... Parce qu'à un moment, je vais pouvoir vivre convenablement en tant qu'orthopédagogue. Mais comme je sais que c'est un métier qui ne peut que marcher parce qu'il y a des besoins. Mais en tout cas, comme c'est un nouveau métier, c'est un métier aussi qu'on peut moduler. Je pense que moi, toutes les filles de ma promo, et un garçon, parce qu'il y a un garçon, ne l'oublions pas, on sera que des orthopédagogues différentes, avec des approches différentes, et dans des milieux et des structures différentes. Moi, j'aimerais vraiment continuer à travailler avec des enfants qui ont dans des milieux défavorisés, parce que quand j'étais dans le 9-3, j'étais qu'avec ce genre d'enfants, et j'adore. Et c'est pas parce que t'as pas d'argent que tu peux pas avoir accès à ce genre de profession. Donc ça, c'est vraiment, vraiment mon objectif. Ouais, trop bien. Je te le souhaite. J'espère. J'espère que cette conversation avec Anne vous a plu. Je vous invite à la partager à vos amis, votre famille ou n'importe quelle personne qui s'interroge sur son orientation. N'hésitez pas également à vous abonner et laisser une note ou un commentaire si cet épisode vous a plu ou si vous voulez me partager vos ressentis et vos conseils. Si vous souhaitez participer au podcast, vous pouvez me contacter par message privé via le compte Instagram des.orientation avec un S. À bientôt!